Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de cette métropolitaine soupçonnée d'armer les Africains. Les violences conjugales sont en hausse à Mayotte, des renforts mobilisés pour la Réunion après Bilal, élection présidentielle aux Comores et nous finirons avec la reprise de la circulation alternée à Mamoudzou. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, une femme métropolitaine est soupçonnée d'armer les migrants africains à Cavani. La rumeur est largement relayée sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, il s'agirait d'une femme d'origine métropolitaine qui aurait remis un sac en tissu contenant des pierres aux Africains. Ces derniers auraient utilisé les pierres en question lors des affrontements contre les habitants de Cavani. Une vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux afin de permettre d'identifier la métropolitaine en question. Et selon les rumeurs, la dame serait employée dans une institution publique chargée du développement durable qui n'a ni confirmé ni démenti l'information. Et pour rappel, le développement durable consiste à créer les conditions pour que les populations répondent à leurs besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. La question qui se pose alors, c'est de savoir si, dans le présent contexte où l'immigration clandestine africaine à Mayotte échappe à tout contrôle, la dame en question a vraiment l'impression de faire du développement durable en armant les clandestins contre les locaux. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en matière de violence, les violences conjugales sur fond d'alcool sont en hausse sur notre île. Ce début d'année 2024 ne semble pas épargner Mayotte en matière de violence conjugale et intrafamiliale. Les associations spécialisées signalent une hausse significative des demandes d'aide psychologique et d'hébergement. Fait marquant, les violences conjugales touchent de plus en plus les femmes enceintes avec toujours l'alcool comme facteur aggravant et des enfants souvent traumatisés pour avoir été les témoins des scènes de violence. À titre d'exemple, s'il en fallait, les autorités ont dû récemment intervenir à Vaïbé où un homme alcoolisé avait pris à partie sa femme et ses enfants. Très courageux, ce sont les enfants qui ont tenté de défendre leur mère. L'homme en situation irrégulière était de plus fortement intoxiqué. Selon des sources proches du dossier, l'homme serait placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement. Mais combien de temps lui faudra-t-il pour revenir des Comores? Et la question se pose d'autant que l'on sait qu'à Mayotte, la pauvreté conduit les femmes à ne pas quitter leur conjoint. Je vous le disais en titre, dans la région, des renforts sont envoyés à la Réunion suite au passage de Belal. Depuis dimanche 14 janvier à 20h, l'île de la Réunion a été confinée pour anticiper l'arrivée du cyclone Belal. L'alerte violette a été déclenchée dès lundi à 6h pour être levée vers 13h afin de permettre l'intervention des secours et l'évaluation préliminaire des dégâts causés par la tempête. Afin de permettre un retour rapide à la normale, le gouvernement a décidé de mobiliser 150 professionnels de la sécurité civile, des gendarmes et des agents d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. A noter aussi qu'à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Mayotte se joint à cette initiative dans le cadre de la solidarité régionale. Un contingent de 35 militaires et sapeurs-pompiers sera envoyé en renfort pour soutenir les équipes déjà mobilisées à La Réunion pour les premières phases de gestion post-cyclonique en attendant l'arrivée des moyens nationaux. Un bel exemple de solidarité interrégionale qui renforce la capacité collective à faire face aux catastrophes naturelles. Et nous restons dans l'actualité régionale. Aux Comores cette fois-ci, avec les élections présidentielles, la CENI officialise la victoire d'Azali Assoumani. Après une attente interminable pour la population comorienne, hier en fin de journée, la Commission électorale nationale indépendante a officialisé les résultats de l'élection présidentielle aux Comores, confirmant la réélection du président sortant Azali Assoumani avec 58% des voix. Il n'y aura donc pas de second tour. Par ailleurs, les membres du parti de Azali Assoumani remportent les postes de gouverneur sur chacune des 3 îles du pays. Les observateurs internationaux, dont l'Union africaine, ont rendu une note de synthèse saluant le bon déroulement du scrutin, une évaluation qui va à l'encontre du ressenti de la population et ce qu'elle a vécu pendant la journée électorale de dimanche dernier. L'opposition représentée par le parti Joua dénonce des irrégularités dans le déroulement du scrutin, des tensions
population pourrait s'installer dans le pays. Tous les yeux sont désormais rivés vers l'armée pour savoir de quel côté elle se rangera. Selon certains observateurs, le fils d'Azali Assoumani serait le numéro 1 de la gendarmerie et le chef de l'armée, ce qui pourrait garantir la loyauté de cette dernière au président réélu. Les prochaines heures risquent donc d'être tendues aux Comores. Je vous propose de revenir à Mayotte et clôturer cette édition en mobilité, mais vous ne bougez pas. Ce qui bouge, c'est la circulation alternée qui signe son retour à Mamoudzou. En effet, depuis le 15 janvier et ce jusqu'au 7 juillet 2024, la circulation alternée est de nouveau en vigueur dans la commune de Mamoudzou, faisant la joie évidemment des chauffeurs de taxi qui retrouvent le sourire grâce à une circulation plus fluide. Des chauffeurs de taxi qui regrettent toutefois le manque de contrôle sur les taxis illégaux. La circulation alternée, quant à elle, ne fait toutefois pas disparaître complètement les embouteillages. De nombreux employés sont obligés de quitter leur domicile plusieurs heures avant leur prise de poste pour espérer arriver à l'heure sur leur lieu de travail. Temps de trajet allongé, obligation de se lever en milieu de la nuit, fatigue, tout ceci aura des conséquences évidentes sur la santé. Le risque de diabète, d'hypertension et de dépression a été notamment mis en évidence par certaines études, dont une étude anglaise qui met en évidence la diminution de l'espérance de vie de 10% en cas de manque de sommeil. Et à Mayotte, il faut ajouter à tout cela le stress lié à l'insécurité. La circulation alternée participe évidemment à fluidifier la circulation et à réduire l'insécurité. Benissa Ousseni, le président du conseil départemental, avait fait part qu'en 2024, des liaisons maritimes pourraient voir le jour. Le compte à rebours a donc commencé. Il ne reste plus que 11 mois et demi. On a Maïmounati Moussa Hamadi sur le plateau de la matinale, conseillère départementale, plus besoin de la présenter, et surtout rapporteur du projet de loi Mayotte pour le conseil départemental. Bonjour Maïmounati. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais, et je profite bien évidemment pour souhaiter la bonne année, bonne santé, surtout une bonne sécurité en pensant aux malades, aux personnes âgées, et je n'oublie pas nos compatriotes de la Réunion qui ont traversé le cyclone Bellal récemment. Nous sommes de tout cœur avec eux. Bonne année à vous aussi, Maïmounati. Bonne année au conseil départemental, évidemment. Vous êtes rapporteur du projet de loi Mayotte, une visite de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Donc forcément, le texte de la loi Mayotte va arriver entre ses mains à un moment ou à un autre. Quelle a été la teneur des échanges avec la présidente de l'Assemblée nationale ? Alors déjà, nous étions ravis de voir qu'elle est venue avec nos deux parlementaires pour parler de ce projet de loi. Comme vous le savez, nous avons fait les 120 propositions que j'avais présentées d'ailleurs sur ce plateau. Que vous allez voir derrière vous. Exactement. Et dans ces 120 propositions, il y a plusieurs volets, volets économiques, immigration, sécuritaire, etc. Donc nous lui avons présenté les besoins les plus urgents concernant Mayotte. Et puis, comme vous le savez, lorsque le ministre Vigier est venu au mois de novembre, vers le 27 au 28 novembre à Mayotte, il nous a indiqué qu'il allait classer avec ses services toutes ces propositions, de par celles qui sont de nature d'ordre législatif et d'ordre réglementaire, celles qui peuvent être mises en place immédiatement, oui, et celles qui nécessitent obligatoirement une loi pour qu'elle soit mise en place. Donc, nous avons eu la chance d'avoir Madame Braun-Pivet et le président du groupe Lyot. Il ne faut pas oublier, parce qu'une loi, lorsqu'elle est votée, elle est votée par des députés, et nous avons besoin d'une majorité pour que cette loi puisse voir le jour. Et c'est vrai que sur le plateau, il était assis ici. Exactement. Il a dit qu'il y aurait Lyot qui voterait la loi Mayotte. Et nous espérons bien évidemment les LR, parce que nous avons notre député Kamardine également, oui, qui porte bien ce projet. Et la majorité présidentielle auquel j'appartiens. S'il y a majorité présidentielle, LR et Lyot, ça le fait, ça passe. On espère réellement que tout le monde va être derrière Mayotte, parce que ce projet de loi, c'est également l'engagement du développement du territoire dans les 30 prochaines années. Aujourd'hui, on rencontre des difficultés particulières. On le voit par exemple avec les migrants à Cavani. Dans ce projet, nous avons demandé par exemple de conditionner toute délivrance de titre de séjour ou de demande d'asile dans les pays demandeurs. Donc c'est des sujets qui vont impacter fortement
les besoins des Mahorais aujourd'hui et leurs attentes dans leur vie de tous les jours. Alors justement, Maïmounati, si on rentre en profondeur sur ce texte, vos 120 propositions, il est où aujourd'hui le document? Je veux dire par là, est-ce que vous avez déjà reçu en retour un début d'ébauche de propositions du conseil départemental, ou on en est toujours à ce document qui est derrière vous et qui a été remis? On en est où? On en est à un premier retour du gouvernement. La DGOM a travaillé sur le sujet. Sur ça? Exactement. Oui. Nous a donné un document avec tous les détails en lien avec la nature, en réalité, du positionnement de chaque demande, c'est-à-dire entre par réglementaire exemple, et législatif. Exactement. Et où également on peut aller flécher des fonds. Par exemple, oui. On a demandé à ce qu'il y ait une régularisation, en tout cas des demandes qui ont été faites par le conseil départemental et par les collectivités depuis toutes ces années sur les besoins financiers. On nous indique clair et nettement qu'il faut aller voir sur le PLF, par exemple. Donc, à nous et à nos parlementaires de nous battre pour qu'on fasse partie du PLF 2025. Donc, si je comprends à demi-mot ce que vous dites, c'est pas une loi programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la mesure et le financement voté en même temps. Il y a la mesure et ensuite il faut se battre une seconde fois, mesure par mesure, pour trouver l'argent. Alors, c'est ça que j'expliquais. Par exemple, Anne, aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple typique. Mayotte, on nous dit qu'on a 310 000 habitants. D'ici la fin de l'année, avec 60 migrants qui viennent par jour ou tous les 2 jours, je ne pense pas qu'on sera pas à plus de 50 000 habitants supplémentaires, ne serait-ce que par la migration, sans compter les naissances et sans compter les arrivages qu'on ne comptabilise pas. Donc, ce qui veut dire 70 000, vous êtes adorable, vous respectez beaucoup l'INSEE. Je respecte l'INSEE, voilà. Mais nous savons très bien ce qu'il en est. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que si on reste sur un fléchage déterminé en janvier, ça ne sera pas le même fléchage en décembre. Donc, nous devons rester cohérents et être évolutifs par rapport aux évolutions très changeantes que nous avons ici à Mayotte. C'est pour cela que quand on dit se battre pour être dans le PLF, par exemple, ce n'est pas aller à la guerre, c'est surtout être force de proposition, de négociation et également de persuasion auprès du gouvernement pour que l'on puisse être en tout cas être comptabilisé parmi ceux qui vont bénéficier de fonds spécifiques en lien avec la situation exceptionnelle de Mayotte. Donc nous comptons bien évidemment sur les élus, mais moi j'en appelle aussi à la population pour que l'on soit derrière ce projet de loi. Si on a une unité dans ce que l'on fait, et d'ailleurs le président Lyotte l'a rappelé lorsqu'il était venu là, M. Bertrand Pancher, lorsqu'on a une unité dans ce que l'on fait, on est entendu de par une voix. Et cette voix, c'est la voix des Mahorais. C'est pour ça que nous avons été élus pour porter cela. Donc j'en appelle à la population également de croire en ce projet parce que c'est un projet qui va faire un changement, en tout cas on l'espère, radical dans ce qui se passe aujourd'hui. En termes de planning, on peut imaginer, alors c'est vrai qu'on est aussi dans une période de latence avec le gouvernement qui se met en place en ce moment même, mais on peut espérer que ce projet de loi serait remis à nos élus pour validation d'ici combien de temps ? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, les premières étapes, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que l'on puisse se réunir à la fois avec les élus, mais également avec la société civile, comme on l'a fait depuis le départ jusqu'à maintenant, les institutions, parce que les institutions ont énormément travaillé sur ce sujet et surtout sur le volet économique, par exemple, c'est de nous réunir, revoir ensemble ce qui a été proposé par les services du MOM, ensuite repartir en faisant des allers-retours vers Paris pour avoir une négociation qui soit bien maîtrisée. Et vous allez le faire quand ça ? Alors déjà, le démarrage était prévu pour janvier. Malheureusement, vous le voyez très bien que nos institutions sont fermées. On essaie en tout cas de faire d'une autre façon, parce qu'il y a aussi la technologie qui facilite les choses. Hein. Donc, un peu, oui. On essaye de faire d'une autre façon pour atteindre cet objectif. Mais nous laissons l'année 2024 pour... ah oui, c'est dans longtemps alors ? C'est pas dans si longtemps, Anne. Vous savez, le PLF, il est discuté qu'en juin. Donc on a déjà les 6 premiers mois
pour être dedans, par exemple. Ensuite, on n'a pas encore la nomination du ministre des Outre-mer. Par contre, nous avons toujours Monsieur Vigier. Monsieur Vigier qui est là pour le moment, mais aussi Monsieur Darmanin surtout. Qui lui bougera pas, voilà, a priori. qui ne bouge pas. Donc, Au moins jusqu'au JO. C'est tout cela également qui fait que nous devons être assez vigilants, mais ne pas rester à la traîne pour ce projet. Ensuite, du moment que nous avons tout déterminé ici à Mayotte, ça sera à nos parlementaires de porter le sujet auprès du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale pour qu'il soit voté. Alors, vous avez abordé tout à l'heure le sujet, la question des migrants africains. On voit bien que la question est hors de contrôle, parce qu'une fois qu'ils sont là, il n'y a pas moyen de les faire partir, pour 1000 raisons administratives essentiellement. On voit également que la population l'a bien compris et qu'elle commence à se rebeller et à vouloir se défendre par elle-même. Hier encore, des interpellations de voyous de Cavani qui allaient agresser les migrants pour libérer la place, si je puis dire, ou tenter en tout cas de mettre la pression pour libérer la place, ont été interpellés, ce qui a généré une révolte des habitants de Cavani. On peut continuer comme ça encore combien de temps avant qu'il y ait un dérapage énorme ? Moi, je comprends surtout le désespoir de la population de Cavani. On a un territoire, le sien, donc Cavani, où la population n'a pas accès aujourd'hui. Parce qu'au-delà du stade, quand je regarde les affrontements, se passent entre Baobab et le rond-point du stade. Et au-delà de cela, il n'y a plus de vie. Quand on regarde des investissements qui sont faits tout autour, est-ce que ces investissements vont être rentables par la suite au vu de la situation actuelle? Donc, il y a beaucoup de conséquences qui sont en lien avec la population. Je partage le désespoir, je partage la colère et je partage également le mal-être qui se vit autour de cela. Les élus travaillent derrière. Il faut que la population le comprenne également. Nous sommes derrière eux. C'est le seul sujet qui nous unit tous aujourd'hui. Aucun élu ne se dit qu'il ne veut voir le stade se détériorer, etc. Nous avons, et je pense fortement à Eliassir, donc notre président de groupe, qui a été agressé, et à Laïni Abdalabouana, au-delà de l'agression, qui sont sur le terrain avec les habitants pour voir les solutions qui peuvent être mises en place. Ce qui est important aujourd'hui, c'est également de rappeler que le jugement a été effectué à La Réunion sur ce sujet. J'espère qu'on en appellera également à la jurisprudence. Anne, en Grèce, lorsqu'il y a eu des migrants qui sont arrivés en masse et que l'état d'insalubrité, et qu'on le vit ici aussi, mais évidemment, qui était catastrophique, la jurisprudence européenne, donc le droit européen, a obligé les pays voisins donc de la Grèce, appartenant à l'Union européenne, à récupérer une partie de ces migrants pour qu'ils puissent vivre dans des conditions de décence. Aujourd'hui, quand on regarde, rien qu'à Mayotte, on n'a pas d'eau. Comment on peut parler comment ne pas parler d'insalubrité alors qu'on n'a pas d'eau, des maladies qui réapparaissent, etc., etc. Et encore pire, lorsqu'on est dans cette situation où ces migrants aujourd'hui n'ont pas d'accès à l'eau potable, n'ont pas d'accès à l'électricité, n'ont pas d'accès à des conditions dignes. Ce qui veut dire qu'automatiquement, ils ne doivent pas rester sur le stade de Cavani. Au-delà du fait que... Mais on en fait quoi, Meimounati? Parce que moi, la proposition, elle est simple. Mais on prend quoi? On prend les logements sociaux qui sont construits pour les Mahorais mal logés pour les donner aux migrants? Il y a quelque chose d'injuste. Justement, Anne, c'est pour cela que j'ai parlé de jurisprudence et que j'ai parlé des pays européens qui ont récupéré les migrants. Dans la solidarité nationale aujourd'hui, on ne peut pas donner des titres de séjour parce que du moment qu'ils vont demander le statut de réfugié, on leur accorde un titre de séjour. On est d'accord. Donc, on leur accorde un titre de séjour territorialisé, encore une fois, qui les laisse sur ce territoire. Au vu de la situation qui est de dire qu'ils sont dans un état d'insalubrité là où ils sont, il est urgent et nécessaire de faire
la même chose qui s'est passée en Grèce, à savoir de les amener vers un autre territoire de la République. Mais est-ce que c'est pas aussi, Maïmounati, le rôle de l'État de faire en sorte qu'ils ne partent pas de Tanzanie pour arriver jusqu'ici? Parce que une fois qu'ils sont ici, c'est trop tard. Enfin, quand on voit les conflits, les problèmes en Afrique, là pour l'instant vous disiez c'est une 60aine par jour, peu ou prou, ça peut s'intensifier très très fort. C'est impossible pour nous de survivre. Exactement. Quand je me suis rendue à la rencontre de la population de Cavani, donc des collectifs qui étaient présents, mais également des migrants, j'ai posé la question à un d'entre eux. Comment avez-vous fait pour arriver à Mayotte? Et il m'a clairement confirmé qu'il a fait un transit sur le hub maritime entre la Tanzanie et Mayotte, de par un Kwassa qui est venu les récupérer en pleine mer. Ouais. Il ne faut pas oublier, Anne, que le conseil départemental, au mois de décembre, a délibéré sur une convention entre le MAE, le département et le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, le département et le MOM, donc le ministère des Outre-mer, pour que à partir de maintenant, on puisse directement avoir accès à des négociations en lien avec les pays qui sont autour de nous et le ministère des Affaires étrangères. Auparavant, il fallait d'abord passer par plusieurs étapes. Et ça, c'est né du comité interministériel des Outre-mer. Parce que tous les Outre-mer ont demandé la même chose. Nous avons des pays qui sont hors Union européenne où il y a un besoin de faire des négociations immédiates pour sortir nos territoires de l'impasse. Donc oui, il faut négocier avec la Tanzanie pour les laisser directement là-bas. Et oui, il faut revoir avec les Comores. Bon, maintenant, c'est Azali qui est encore de retour. Mais 63%, bravo, quelle belle victoire. Il a fait fort. Hein. Mais on espère quand même qu'il y ait d'autres négociations avec les Comores, parce qu'on ne peut pas non plus reprendre toute cette pression sur nous. Mais en attendant, le plus simple aujourd'hui, avant de faire toutes les négociations avec d'autres, c'est surtout qu'il y ait une solidarité nationale et qu'on fasse jouer la jurisprudence en lien avec l'insalubrité dans laquelle ces gens vivent. Et puis dans ces cas, la population vit, parce qu'ils viennent quand même voler dans les maisons. Enfin, c'est terrible. Exactement. Là, je suis surtout sur le volet juridique. Maintenant, si je reste sur le volet local, moi, j'ai été élue par une population et cette population est en attente du mieux vivre. Bien sûr, et je évidemment. ne peux être que du côté de la population de Cavani qui aujourd'hui ne peut pas mieux vivre. Les enfants ne peuvent pas aller jouer sur ce stade qui sert en termes d'équipement sportif en réalité de jardin public. Bien sûr. Il n'a plus la valeur qu'on lui a donnée au démarrage, mais il est là juste pour servir de jardin public. Mais même dans la rue, je ne pense pas qu'une maman qui habite à proximité du stade de Cavani aujourd'hui laisse son enfant aller chez sa sœur ou je ne sais pas où, alors qu'avant on le faisait sans difficulté. C'est très dangereux en fait, c'est devenu très dangereux cette zone aujourd'hui. C'est invivable. Et c'est insupportable pour les habitants de Cavani. Ne pas oublier les gaz lacrymogènes qu'ils reçoivent tous les jours. Voilà, ils doivent... Et puis, je tiens également à rappeler ici que les Somaliens qui sont arrivés, ils étaient armés. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont agressé les gendarmes. Exactement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quel type d'armes rentre à Mayotte, quel type de trafic. Il peut y avoir des trafics de drogue, il peut y avoir pas mal de choses. Donc, la population a raison d'être exaspérée. Et nous, les élus, nous avons été élus également pour être derrière cette population et trouver des solutions. Et dans les solutions, dont celle que j'ai citée, j'espère qu'elle sera entendue et qu'on fera jouer la jurisprudence européenne sur ce cas de Cavani. Merci beaucoup Maïmounati, Moussa Hamadi. Vous revenez bientôt ? À très vite. O-News Radio sur outremernews.fr.